Soyez les bienvenus, bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième édition de Roule Toujours, évidemment notre émission sportive qui va traiter également de cyclisme. Alors, aujourd'hui c'est un petit peu particulier puisque Rémi, malheureusement, il n'est pas disponible pour faire cette émission, donc je serai seul, mais rassurez-vous, il y aura quand même, il sera dans cette émission sous une autre forme, puisque évidemment je lui ai demandé un favori pour une course dont on va parler aujourd'hui. Donc je serai tout seul, mais voilà, je vais essayer de faire au mieux, évidemment, ce sera un petit peu plus vide. Mais voilà, rassurez-vous, il va revenir très très vite, je l'espère. Écoutez, on a beaucoup de choses à dire dans cette émission, dans cette édition. On va évidemment revenir sur ce qui s'est passé dernièrement, les courses qui ont pu avoir lieu. On va également donner nos notes, bien sûr, nos notes de la semaine. Et on va passer aux sujets principaux, j'ai envie de dire, et puis on a quand même pas mal de choses à raconter. Je vous propose qu'on entre directement dans l'émission, en commençant avec tout simplement les news, puisque ce week-end, dimanche plus précisément, il y avait le Tour des Flandres. Alors, le Tour des Flandres, bien entendu, ce monument du cyclisme, un des 5 monuments, vraiment une course qui est une des plus attendues du calendrier tout simplement. Et voilà, on a encore eu droit à une course mythique avec énormément de choses à raconter, de rebondissements. Voilà, mais finalement, on a un beau vainqueur qui est Mathieu Van Der Poel, qui s'impose au jeté de vélo devant Wout van Aert. On a beaucoup de choses à raconter, on va revoir ce parcours. Voilà, ce parcours très difficile entre Antwerp et Audenarde. Voilà, vous voyez tous ces noms pavés légendaires. Il n'y avait pas le Mur de Grammont cette année, mais voilà, il y a quand même des gros morceaux avec le Wolvenberg, le Valkenberg, le Canaryberg, Koppenberg, Paterberg et j'en passe, le Kwaremont bien sûr. Et voilà, on avait véritablement droit à beaucoup de surprises, notamment Mats Pedersen, qui est l'un des grands favoris, vainqueur de Gent-Wevelgem la semaine passée, qui n'avait pas les jambes aujourd'hui, avec la succession de tous les monts pavés. Mats Pedersen, ancien champion du monde de 2019, qui a coincé tout simplement à une quarantaine de kilomètres, comme quelques favoris, Van Boisselagen ou d'autres grands favoris, Stefan Küng également, qui n'était pas dans le coup, qui s'est fait aider rapidement distancé. Voilà, finalement on a eu un groupe avec j'ai envie de dire environ 25 coureurs qui se valaient, qui étaient devant, qui étaient forts. On retrouvait des Mathieu Van Der Poel justement, des Wout van Aert, Julien Alaphilippe, on retrouvait des Matteo Trentin, Jasper Stuyven, Yves Lampaert, John Degenkolb, voilà, que des grands noms bien entendu. Et finalement, c'est Julien Alaphilippe qui semblait intenable. On ne connaissait pas sa valeur sur un monument pavé aussi long, aussi difficile que le Tour des Flandres. C'est sa première participation. Avec son beau maillot de champion du monde, finalement, il a été intenable. Julien Alaphilippe, il a attaqué de toutes parts. Il a attaqué. On le sentait très très à l'aise. C'est ça qui nous a plus surpris. On le connaissait, on sait qu'il vient du cyclocross, qui est une véritable usine à champions. Wout van Aert, Mathieu Van Der Poel viennent du cyclocross, Julien Alaphilippe aussi. Même si sur la route, mais dans sa jeunesse, il a commencé par le cyclocross. Et du coup, voilà, on se sentait très à l'aise sur les pavés. Et c'est justement au sommet du Koppenberg, à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, et que Julien Alaphilippe va lancer les hostilités encore une fois, après de nombreuses attaques. Il avait essayé déjà de s'extirper avec un équipier, et voilà, il s'était fait reprendre, mais voilà, on sentait vraiment Julien Alaphilippe intenable, et c'est véritablement au sommet du Koppenberg qu'il va décider d'accélérer, et seule une petite poignée de coureurs vont pouvoir le suivre, tout simplement. Voilà, il accélère. On avait déjà Anthony Turgis qui avait essayé d'anticiper un petit peu plus à l'avance. Donc voilà, on se retrouve avec un groupe très restreint. On a du Casper Asgreen, du Mathieu Van Der Poel évidemment, je l'ai déjà dit, Philippe. Voilà, on a un petit groupe. Et puis voilà, après quelques kilomètres, Julien Philippe en rajoute encore une couche pour s'extirper. Et là, cette fois, un seul coureur peut le suivre. Il s'agit de Mathieu Van Der Poel. Voilà. Julien Philippe qui part avec Mathieu Van Der Poel dans la roue. Et là, on se dit, c'est bon, les deux vont aller au bout. Et ils sont intenables, ils sont très très forts.
Et finalement, eh bien, Wout van Aert, le Belge, sentant que c'est le bon coup qui part, il décide de s'extirper du groupe piégé pour l'instant et de faire la jonction à lui tout seul. Tout seul pardon. Donc il a bouché le trou, il est revenu sur Julien Lafilippe et Mathieu Van Der Poel. Finalement, ils se sont retrouvés bien le trio en tête. À... il avait raison, Wout van Aert. Il a senti qu'il se faisait piéger, il a fait la jonction au bon moment et c'est bien joué parce que finalement, c'est ce bon coup qui est allé au bout. Sauf que voilà, on a le drame un petit peu de cette course. À environ, j'ai envie de dire environ 25 km, je sais pas, peut-être c'est un peu plus, mais voilà, environ 30-25 km. On a bien le drame de ce Tour des Flandres. Et bien c'est Julien Lafilippe qui va malheureusement percuter une moto de l'organisation ou de caméraman. Je n'ai pas bien décelé le type de moto, mais voilà, il percute une moto de l'organisation de la course et voilà, qui était placée à la sortie d'un virage à l'extérieur. Malheureusement, eh bien, les coureurs, le trio l'a vu au dernier moment. Wout van Aert passe sans problème, et Mathieu Van Der Poel manque de peu de se la prendre également. On a manqué le drame, deux coureurs éliminés sur chute, mais finalement Mathieu Van Der Poel l'a dévié au dernier moment pour éviter la moto, et Julien Lafilippe qui était derrière Mathieu Van Der Poel, malheureusement qui fermait la marche de ce groupe, se la prend de plein fouet, il vient percuter à cette moto et tombe en faisant un gros soleil. Voilà. Il tombe, son vélo part évidemment dans le décor et Julien Philippe pleurait forcément de douleur. Il était très déçu, en même temps il avait mal, il souffrait. Il s'est d'ailleurs fracturé la main des métacarpes. Voilà. Il a été opéré le lendemain. Bon, tout s'est bien passé pour Julien, mais voilà, quelle tristesse parce que c'était peut-être le plus fort, hein. Ça on ne saura jamais. Est-ce qu'il aurait tenu face au kilomètre restant contre ces deux cyclocrossmen? Est-ce qu'il les aurait battus au sprint? Voilà, ça on ne peut pas savoir. Mais c'est triste, parce que Julien Philippe, il a un petit peu la malchance depuis qu'il a se mis le champion du monde. Il lève les bras trop tôt sur Liège-Bastogne-Liège, il se fait déclasser, voilà, il tombe aujourd'hui. Voilà, mais au moins on est rassuré sur la santé de Julien. Il va bien, il s'est fait opérer et il va revenir encore plus fort, j'en suis certain. En tout cas, devant, on a Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert qui ils sont un peu surpris, évidemment, abasourdis par ce qui vient de se passer. Et finalement, on se dit, est-ce que Mathieu Van Der Poel n'aurait pas intérêt à attaquer Wout van Aert dans le dernier mur pavé, parce qu'au sprint, il est moins bon. Est-ce que Wout van Aert devrait attendre le sprint pour le battre? Donc voilà, on se posait plein de questions. Finalement, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces sprints, ce genre de sprint après une course aussi difficile que le Tour des Flandres, c'est pas forcément le plus rapide qui l'emporte, c'est celui qui est le plus frais, tout simplement, qui en a encore sous la pédale, qui s'arrache le plus. Et finalement, les deux cyclocrossmen, qui sont vraiment rivaux, mais c'est dans la bonne entente bien sûr, arrivent dans le dernier kilomètre avec une cinquantaine d'avance. Ils vont se regarder, l'écart va descendre, mais pas assez évidemment pour jouer pour se faire rattraper. Finalement, voilà, Mathieu Van Der Poel était devant Wout van Aert qui surveillait Mathieu qui surveillait Wout. Wout lance son sprint très tard, à 200 mètres environ. Mathieu Van Der Poel répond illico. Finalement, on a un beau sprint, un des plus beaux sprints que j'ai vu personnellement. Et voilà, ça se joue au jeté de vélo. Wout van Aert qui revient très très fort sur Mathieu Van Der Poel, qui résiste. Et voilà, ça s'est joué à pas grand chose. Et Mathieu Van Der Poel remporte, comme son père, beaucoup d'années plus tôt, Adrie Van Der Poel, remporte le Tour des Flandres avec son beau maillot de champion des Pays-Bas, et Wout van Aert est deuxième. Et derrière, le sprint du groupe débattu est réglé par Alexander Kristoff, qui vient prendre la troisième place. On voit évidemment ce top 10, donc Mathieu Van Der Poel qui s'impose devant Wout van Aert au jeté de vélo, Kristoff le Norvégien qui a déjà gagné le Tour des Flandres, en 2015, règle le sprint pour la troisième place. A noter la belle place d'Anthony Turgis, qui était aussi très très fort. C'est le meilleur français de toute façon dans ce Tour des Flandres. Voilà, Anthony Turgis qui fait quatrième, c'est une très très belle performance pour le français de l'équipe Total. Bravo Anthony, très très fort. Je crois que j'ai fait le Tour des Flandres. Oui, voilà, quelques déceptions, bien sûr. Je t'ai fait une clé, Max Pedersen, on vous l'a dit. Et voilà, du coup, Mathieu Van Der Poel remporte son premier monument du cyclisme à 26 ans, c'est tout simplement exceptionnel. On va passer à une deuxième course qui a eu lieu, mais cette fois elle a eu lieu aujourd'hui, au moment où je fais où je filme actuellement cette émission. Voilà, on est le 21 octobre et il y a eu les 3 jours de la panne. Alors les 3 jours de la panne,
Voilà, ça s'appelait comme ça dernièrement, maintenant, je crois que ça s'appelle toujours comme ça, mais il y a une petite modification, parce que, voilà, comme son nom l'indique, les 3 jours de la panne durent 3 jours, sauf que, voilà, ça fait plusieurs années que c'est devenu une seule course d'un seul jour, avec un parcours assez long. Voilà, donc le grid d'accès Bruges-la-Panne, et eh bien, on a eu droit à une belle course. Je ne sais pas si vous l'avez vu. On a eu une belle course. Bon, c'est un profil tout plat. Voilà, pas assez long, mais quand même très venteux, très piégeux. Et voilà, et ça n'a pas manqué puisqu'on a eu droit à des cassures. Bon, alors on a eu beaucoup de cassures et finalement on a eu un groupe bien d'une vingtaine de coureurs qui étaient à l'avant à une vingtaine de kilomètres de ligne d'arrivée. On retrouve évidemment des garçons comme Matteo Trentin, Casper Asgreen, John Degenkolb, Mathieu Van Der Poel. On retrouve voilà, des coureurs très très forts, Tim Merlier également. Et, euh, et voilà, et ça a encore eh bien, cassé dans les 15 derniers kilomètres parce que la Locona Quick-Step était en supériorité numérique, n'avait pas de gros sprinters, puisque elle avait qu'avec des rouleurs, des hommes de classique, mais quand même des hommes très très forts. Hein. Et elle avait la type de Leclerc, Casper Asgreen, j'ai déjà dit, Bert van Lamberg, on avait Yves Lampaert, et voilà. Et à 8 km de d'arrivée, eh bien c'est un autre coup dur, c'est Mathieu Van Der Poel qui chute gravement. Voilà, Mathieu Van Der Poel qui a chuté, il est tombé dans un fossé. C'était lors d'un coup de force de la Deceuninck Quick-Step, voilà, lors d'une autre cassure, Mathieu Van Der Poel a voulu bien suivre, passer. Finalement il y a eu une petite vague, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mathieu Van Der Poel s'est retrouvé dans le fossé tout simplement. Il va bien, rassurez-vous, il n'a pas a priori de grosses fractures. Je ne sais pas d'ailleurs quelle blessure il a, mais il a l'air d'aller bien, il était juste, je pense, très très surpris et très triste de ne pas avoir joué la victoire. En très grande forme après avoir gagné le Tour des Flandres. Van Der Poel éliminé de la course par chute. Et il reste que Tim Merlier finalement pour jouer la gagne chez Alpecin Phoenix. Et finalement, eh bien, dans un moment de flottement après une cassure, eh bien, Yves Lampaert décide de passer à l'offensive. Lui, le gros rouleur, hein, ancien champion de Belgique, voilà, qui est très à l'aise sur voilà, les anticipations de sprint. Voilà, il s'en va tout seul à 7 km et derrière il prend une vingtaine de secondes, une trentaine de secondes et on ne le reverra pas tout simplement parce que derrière la Deceuninck Quick-Step qui est en supériorité numérique, et bien forcément ne va pas rouler pour rejoindre, enfin pour rouler contre son coureur qui est parti. Et, voilà. Et Yves Lampaert va s'imposer tout seul. Magnifique victoire de la Deceuninck Quick-Step et de Yves Lampaert. Et derrière, eh bien, 2 km de sprint. Il s'agit de Tim Declercq. Voilà. Donc doubler la Deceuninck Quick-Step, c'est du tableau noir. Hein. C'est parfaitement négocié par la Deceuninck Quick-Step qui fait un 2 et derrière le sprint voilà, pour la troisième place est réglé eh bien, par Tim Merlier pour sauver un petit peu les honneurs de l'Alpecin Phoenix puisque Mathieu Van Der Poel a chuté. Voilà, Tim Merlier qui règle le sprint pour la troisième place devant John Degenkolb et Jean-Pierre Drucker. Voilà. Matteo Trentin 6e, Bert Van Lamberg et 7e, Stefan Kung 8e, Asgreen 9e et Jonas Rickaert complète ce top 10. Mais voilà, très très belle victoire de Yves Lampaert voilà, qui finit en solitaire. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Course, oui voilà, gros coup hein, de la Deceuninck Quick-Step, puisque Julien Alaphilippe eh bien, n'avait pas pu jouer la gagne sur le Tour des Flandres. Le Deceuninck Quick-Step ne s'est pas laissé abattre et remporte eh bien, quelques jours seulement après eh bien, une magnifique course très très belle de leur équipe, d'équipe, et bravo tout simplement. On va passer évidemment au Giro, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Vous voyez à l'écran les différentes étapes qui se sont déroulées avec les différents vainqueurs d'étapes. Voilà, le Giro d'Italia qui a continué, bien entendu. Et voilà, on a eu quand même comment dire, je n'ai pas le mot en tête, mais on a eu quand même des confirmations sur les formes, les hommes en forme du moment. Nous nous étions quittés la dernière fois, la dernière mission, on était allé jusqu'à eh bien, voilà, cette victoire de Jonathan Narvaez. Il y a eu eh bien, entre-temps quand même des gros coups. Et on se retrouve eh bien, avec cette étape qui a eu lieu à Montselier. Et finalement on se disait, voilà, ça va pas être une grosse étape pour favori. Vous voyez, c'est tout plat, il y a de petites bosses dans le final, mais ces petites bosses, c'est quand même des murs. Et elles font très très mal à ces murs.
Pardon, ils font très très mal ces murs. On a eu droit à des attaques entre les favoris. Et ça n'a pas manqué, puisque voilà, à l'arrivée, c'est un petit groupe qui se règle la victoire au sprint, un groupe voilà, d'une vingtaine de coureurs. Voilà, et Diego Ulissi, qui n'est pas finalement un gros favori pour la victoire finale, mais très bon puncher, eh bien, s'est imposé au sprint devant Joao Almeida, le maillot rose du Giro, le leader du classement général, et Patrick Conrad. Voilà. Donc finalement, les favoris ont attaqué et aucun grand favori pour la victoire finale n'a été piégé. Voilà, mais quand même, c'était une étape assez mouvementée. On a vu également Peter Sagan essayer de recoller à ce groupe de devant puisqu'il a été distancé dans le dernier mur, essayer de gagner, pourquoi pas la victoire au sprint. Finalement, Arnaud Démare reste bien avec le maillot cyclamen et c'est les favoris qui se sont joués la victoire au sprint. On a eu, mais justement, peut-être l'étape reine, une des non, pas forcément étape reine, pardon, excusez-moi du terme, mais voilà, le chrono, tout simplement, le contre-la-montre de la deuxième semaine, voilà, entre Conegliano et Bianene, pardon. Et voilà, ce chrono qui est très difficile, on a un mur dès le départ, on a un faux plat avec une montée à l'arrivée. Et voilà, et à l'arrivée, bon, c'est Filippo Ganna qui l'emporte, évidemment, devant Juan Dennis, hein, donc doublé de la Ineos Grenadiers. Ineos, donc, qui fait coup double, enfin, qui fait 1 et 2. Avec son même maillot de champion du monde du contre-la-montre, Filippo Ganna est tout simplement le plus fort dans l'exercice solitaire. Il devance d'une vingtaine de secondes son comparse. Et dans les favoris, ça a quand même eu bien des dégâts, puisque Pozzovivo a perdu beaucoup. On a également Jakob Fuglsang qui a perdu beaucoup, Nibali qui a perdu, voilà. Conrad, Maika ont perdu. Et Joao Almeida, lui, le maillot rose, a pris du temps, encore une fois. Voilà, il a pris de l'avance sur tous ses concurrents. Joao Almeida qui, voilà, on le rappelle, c'était pas prévu qu'il soit le leader de cette équipe de Koenig Quick-Step. À la base, c'était Remco Evenepoel qui était prévu sur le Giro et d'être favori, mais finalement, comme vous le savez, Remco Evenepoel a subi une chute lors du Tour de Lombardie, et finalement, Joao Almeida se retrouve un petit peu, voilà, il est là un peu, qu'est-ce qu'on fait? Finalement, les gars, on continue le plan, et voilà, il a pris le rose très très vite, à l'issue de la troisième étape, pardon, à l'Etna. Et on voit qu'il le conserve pour l'instant et qu'il tient bon et qu'il creuse même l'écart avec ce contre-la-montre. Voilà. Est-ce qu'en haute montagne, ça va tenir? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans les futures étapes. Voilà. Kelderman également qui a pris du temps sur les autres. Il a perdu du temps face à Almeida, quelques secondes, mais Kelderman qui a été très très fort aussi et voilà, qui est finalement celui qui peut inquiéter le plus Joao Almeida. On a eu une très très belle étape à Piancavallo, vraiment une étape de haute montagne. Voilà, on arrive dans la troisième semaine du Giro, une étape très très difficile, et on a eu finalement des changements au classement général. On a vu Pozzovivo perdre beaucoup de temps, tout comme Jakob Fuglsang également distancé, Nibali également qui n'a pas pu suivre le rythme de la Sunweb, parce que voilà, la Sunweb est très très forte en montagne. On vous le disait dans cette première émission de Roule Toujours, que voilà, la Sunweb était bien armée avec Jay Hindley notamment, Sam Oomen. Voilà, on a également Chris Hamilton, mais c'est surtout Jay Hindley qui s'est illustré, qui a emmené un énorme tempo pour Wilco Kelderman, son leader. Et finalement, ils se sont retrouvés seulement 3 coureurs en tête sous l'impulsion de Jay Hindley, Wilco Kelderman, son leader, et un petit Ineos qui passait par là, Tao Geoghegenhardt, voilà, qui s'est accroché, et finalement ils se sont joués la victoire à 3. Geoghegenhardt qui remporte cette étape devant Wilco Kelderman et Jay Hindley, et derrière les poursuivants, ceux qui ont été battus. On a également Rafael Maika, Patrick Conrad qui ont été distancés. Tout le reste est arrivé à plus de 30 secondes, donc vraiment on sent que Wilco Kelderman a mis un gros coup sur ses adversaires, et Joao Almeida également a perdu du temps. Il a réussi un peu à s'accrocher avec Wilco Kelderman et Hindley et Geoghegenhardt. Voilà, mais finalement, Almeida coincé dans les derniers kilomètres. Il a été distancé d'une vingtaine de secondes. C'est celui qui a perdu le moins de temps. Donc vraiment, Almeida, face à Kelderman, à ce moment-là, on se dit, il est moins fort que Kelderman, mais il peut très bien accrocher un podium sur le Giro, parce que il met à la rue tous les autres. Et on a cru qu'il revenait, Almeida, il est revenu à une dizaine de secondes, et finalement, derrière, ça allait trop vite, par le travail formidable de Jay Hindley. Donc Almeida qui perd un petit peu de temps, il accroche tout de même le rose encore, il est toujours maillot rose pour une 14 secondes environ. Kelderman
se revient petit à petit sur Almeida, et ça tient toujours pour le Portugais. Et voilà, on a vu également une grosse domination de Sunweb, hein, de par le travail de Jay Hindley justement qui va passer 3e au classement général. Et pourquoi pas avoir un doublé de la Sunweb sur le podium, c'est possible. Et Tao Geo Gegenhardt également qui fait une énorme rapprochée, qui est à 1 seconde de Jay Hindley, voilà, qui est 4e du classement général. On a vraiment une course très intéressante, puisque comme on le disait au début des émissions, les grands favoris ne sont pas là. Donc, puisque Geraint Thomas a chuté à un moment donné, Simon Yates a dû partir de la course positif au Covid-19, Kruijswijk également. Voilà, on a vraiment des grosses cotes qui finalement sont là. Et ça nous fait plaisir aussi d'avoir des tours comme ça, des grands tours avec ce scénario-là. En tout cas, Joao Almeida tient toujours et Kelderman se rapproche, mais pour l'instant ça tient toujours pour le Portugais. Le lendemain, à San Daniele dei Friuli, on a eu droit à une très très belle étape aussi, puisque c'était très casse-pattes, on a eu énormément de cotes à répétition, voilà, notamment le Monte d'Iragonia, avec voilà, une échappée qui va au bout, et au final c'est Jan Tratnik, le Slovène, qui l'emporte devant Ben O'Connor. Voilà, dans la dernière côte, ils se sont joués la gagne au sprint, il a distancé le reste de l'échappée, et voilà, il s'impose, Jan Tratnik, et ça fait plaisir évidemment à la Bahrain McLaren et à la Slovénie. Et derrière, bien, dans le groupe des favoris, on a eu droit à des attaques, puisque dans le dernier mur, c'est Joao Almeida, justement, qui avait perdu un peu de temps sur Kelderman, qui attaque dans le dernier mur, pour prendre un petit peu de temps, voilà, dans la course des favoris. Il reprend 2 secondes, c'est peu, mais il montre qu'il est toujours là, qu'il est toujours très lucide, que c'est lui le patron du Tour d'Italie, tout simplement. Joao Almeida qui reprend 2 secondes au groupe Kelderman, à tout le reste, hein, finalement, des favoris. Voilà, Almeida qui reprend 2 secondes, c'est peu, mais ça peut compter. Aujourd'hui, à un moment où je tourne, cette vidéo, le 21, on a une très très belle étape de haute montagne qui est arrivée à Madonna di Campiglio, avec une échappée qui va au bout, et au final, c'est Ben O'Connor, battu de la veille par Tratnik dans l'échappée, le deuxième de la veille, et bien qui remporte une très très belle étape de montagne. Voilà, le coureur de l'équipe NTT, c'est la première victoire d'ailleurs de cette équipe NTT sur un grand tour. Et voilà, Ben O'Connor qui montre qu'il peut potentiellement être le leader sur les grands tours pour cette équipe NTT, puisque Domenico Pozzovivo également est encore en jeu dans les favoris, un peu loin, il a perdu un peu de temps en haute montagne sur les autres étapes. Pourquoi pas dans le futur voir un Ben O'Connor. En tout cas, dans les favoris, on a eu droit à des attaques de Jay Hindley, de Kelderman, mais finalement, regroupant en général, et le peloton, les favoris arrivent tout groupés, et on n'a pas de changement de classement général. Almeida toujours en tête de ce classement, avec le maillot rose devant Kelderman, Jay Hindley, et Gegenhardt qui est 4e, à 1 seconde de ce podium. Quel bouleversement on a eu droit, et vraiment Almeida ça tient toujours, hein, mais voilà, on sent que les plus forts tout simplement c'est Geo Gegenhardt, Hindley, Kelderman et Almeida, et voilà, ce serait pas une surprise de voir 3 de ces 4 noms sur le podium. De toute façon ce sont les mieux placés. Voilà. On attend évidemment une attaque et des coups de panache de Nibali, de Pozzovivo, de Maïka, de Fuglsang. Mais il y a encore quelques étapes pour pouvoir tout changer. Mais ces 4-là, ces 4 cités plutôt, sont vraiment très très forts. En tout cas, regardez le classement général. Almeida toujours en tête, 17 secondes devant Kelderman. Jay Hindley est 3e de ce doigt sur le podium. Gegenhardt est à 1 seconde de ce podium. On a Pello Dubalo qui est encore 5e, enfin Maïka 6e, Nibali 7e, Pozzovivo 8e, Conrad 9e, Masnada 10e. A noter que Jakob Fuglsang n'est pas dans ce top 10, il est 12e, Hermann Bernsteiner est 11e, voilà. Mais Fuglsang qui est bien avec le groupe des favoris à l'arrivée de cette étape, mais voilà, il a perdu beaucoup de temps sur les autres étapes, avec des crevaisons qui lui ont fait perdre du temps. Et voilà, vous avez le classement général. Et on a plusieurs étapes, et dès demain, peut-être l'étape reine de ce Giro. On en avait déjà parlé dans cette dernière émission, mais voilà, l'étape de demain, en passant par le Stelvio, va vraiment être décisive. Alors, voilà, on monte vraiment à 2700 mètres d'altitude, c'est tout simplement énorme. Tout simplement demain. Après-demain, c'est un petit peu tranquille, heureusement, mais peut-être des coups de bordure, on ne sait jamais. Et l'avant-dernière étape de ce Giro Italia, aussi, les 2 étapes reines, c'est celle de Stelvio et celle de Sestriere, avec ces 4 ascensions terribles. On va passer en France.
ça va être une fin vraiment exceptionnelle. Est-ce que Almeida va réussir à s'accrocher et à devenir le vainqueur de ce Giro? Est-ce que Kelderman va renverser le Giro? C'est possible. Est-ce que Hindley va garder sa troisième place? Gegenhardt, pourquoi pas passer sur le podium? Est-ce que Nibali va attaquer? On a tellement de scénarios possibles que ce Giro est vraiment très très intéressant. Et franchement, j'ai hâte qu'on soit demain pour voir le dénouement sur ces dernières étapes. Et ensuite l'arrivée à Milan, bien entendu, de ce Giro. Voilà, c'était les news un petit peu. Voilà, j'ai passé un peu plus de temps sur le Giro, mais sinon là, il y a tellement de choses à dire. Vraiment, c'est un Giro très très intéressant et franchement, on n'est pas déçus jusqu'à présent. Donc, franchement, ça fait plaisir. On va passer à notre gros morceau, notre sujet principal de la journée. C'est bien entendu la Vuelta d'Espagne. Voilà, la Vuelta España, le Tour d'Espagne qui a commencé, puisqu'on a eu le Tour de France avec la victoire de Tadej Pogacar. On a eu le Giro qui est en train de se jouer là dans ces derniers jours, Almeida toujours en rose, et la Vuelta qui a commencé, le Tour d'Espagne. Voilà, on a quand même une belle start list, un petit peu pas énormément de favoris en soi, mais une belle start list. Principalement, ils ont fait le Tour de France également. On retrouve évidemment du Roglic, du Carapaz, du Thibaut Pinot. Est-ce qu'il s'est remis en forme? Je ne sais pas, on va voir. Est-ce que Froome, qui revient également, peut jouer les grandes places sur ce Tour d'Espagne? On a Dumoulin, Alejandro Valverde, enfin voilà, on a quand même une belle start list et ça a commencé. Voilà, on a eu déjà 2 étapes. On a eu la première étape qui partait de Ziroun et qui arrive à rater dans le Pays Basque. Et sur ce Giro, sur cette Vuelta, ce qu'on peut voir, c'est beaucoup d'étapes vallonnées, de montagne, très casse-pattes et très très peu d'étapes pour les sprinteurs, si bien que les sprinteurs sont très très peu, vraiment. On a 2 gros sprinteurs seulement dans cette start list. On a Pascal Ackermann pour la Bora Hansgrohe et on a Sam Bennett, le maillot vert du Tour de France. On se dirige totalement vers un duel. Les sprints, très très peu, il y en a très très peu, mais voilà. Pour le peu de sprint qui y aura, on se dirige certainement vers un duel Ackermann-Bennett. Et voilà, qui va remporter, voilà, on ne sait pas. Et en tout cas, on a vraiment un parcours de la Volta très difficile, très casse-pattes, avec déjà cette première étape, avec énormément de bosses, et ce col final à Alto de Arate, à 5 km à 8%, qui a fait très très mal aux coureurs, et on a vu déjà des désillusions. Tom Dumoulin qui n'a pas pu suivre, finalement, qui n'est pas le leader de la Jumbo-Visma. On pensait évidemment que Tom Dumoulin, on allait inverser les rôles sur le Tour de France. C'est Dumoulin qui était au service de son leader. Et là, on pensait que Dumoulin est le leader. Finalement, il coince dès la première étape. Ce n'est pas lui, le leader de la Jumbo-Visma. On a également Valverde qui a coincé un petit peu dans les derniers kilomètres. David Gaudu qui n'a pas pu suivre. De la Cruz également. Finalement, on a un petit groupe qui s'est joué la victoire. Réglé par Primoz Roglic, le Slovène, deuxième du Tour de France, grand favori de ce Tour de France et grand favori de cette Volta puisqu'il en est le vainqueur sortant. Primoz Roglic qui tape du poing sur la table dès la première étape. Voilà, il prend le maillot rouge de leader, mais finalement il arrive sur cette Volta comme il l'avait quitté l'année dernière. Il quitte l'année dernière en gagnant la Volta avec le maillot rouge et il reprend tout simplement le maillot rouge de la première étape de cette édition 2020. Voilà, il a attaqué dans le dernier kilomètre, tout simplement, qui était en descente, il fallait être bien placé, lui a attaqué, et s'est pas fait reprendre avec ses virages tortueux, tout simplement, c'était difficile de remonter le Slovène, et il s'impose devant Richard Carapaz et Dan Martin, Roglic qui prend directement le lead de ce classement général. On a également Enric Mas qui était là dans le final, on a Esteban Chavez, Hugh Carty qui était dans le final, tout comme Sepp Kuss. Sepp Kuss qui a été très remuant également. On a eu cette deuxième étape aujourd'hui entre Pamplona et Lucumberry avec, vous voyez, ce dernier col, le Alto de San Miguel de Aralar, qui a été très très difficile puisque c'est près de 9 km et demi à 8%. Donc ça a été vraiment très difficile. Il y a eu des passages terribles et on a vu une Movistar qui a pris les commandes de la course très tôt en cassant, en faisant des bordures. On a eu Guillaume Martin, David Gaudu piégés. Et ça a fait très très mal. Beaucoup de coureurs pris dans des cassures. Et finalement, c'était une explication entre un petit comité déjà au pied du col et entre favoris après pour le final. Et on a vu également un coup de Ineos Grenadier, notamment Richard Carapaz, le deuxième du classement général, qui, moi personnellement, je n'ai pas compris la technique qu'on a eue chez Carapaz. Il a attaqué, vous voyez le sprint intermédiaire juste avant le dernier col, il a attaqué un peu avant,
il est parti tout seul, enfin non, pas tout seul, avec un équipier et avec Alex Arambourou de la Astana. Ils sont partis à 3 en anticipant pendant une vingtaine de secondes sur le groupe des leaders, où il y avait tout simplement les favoris. Et finalement, ils se sont fait reprendre au pied dans les premiers kilomètres du col. Donc j'ai pas compris la tactique, mais en tout cas Carapaz était très très fort, ça c'est une certitude, puisqu'il sera là dans le final et il aura attaqué plusieurs fois. Voilà. Et au final, eh bien, c'est Marc Soler qui va l'emporter. Marc Soler de la Movistar qui était tout simplement très très forte aujourd'hui. Voilà, parfois on la critique un peu, la Movistar, pour voilà, ces tactiques d'équipe qui ne fonctionnent pas toujours. Mais en tout cas, magnifique travail de Max Soler qui eh bien, a fait un gros train pour emmener ses leaders, Alejandro Valverde et Enric Mas dans les meilleures conditions. Soler a été distancé dans les derniers kilomètres de cette montée finale. Et finalement, eh bien, une période de flottement entre les favoris dans cette descente. Il revient et il dépose tout le monde finalement. Et derrière, Mas et Valverde ne vont pas rouler sur lui, ils ne vont pas rouler sur leur équipier. Et Soler s'impose eh bien, tout seul. Il était déjà loin un petit peu au classement général, à plus de 1 minute 30. Bon, il fait un petit rapproché, il entre dans le top 10. Mais voilà, Max Soler qui remporte une belle étape pour la Movistar. Et derrière, le groupe des favoris est réglé au sprint par Primoz Roglic, qui prend des bonifications, et Dan Martin, qui est troisième. Vous voyez le classement général actuel, Roglic, leader, 9 secondes devant Dan Martin pour Israel Startup Nation, et Richard Carapaz, qui est troisième à 11 secondes. On a également Chavez, Enric Mas, Hugh Carty, Sepp Kuss, George Bennett, qui est, voilà, 10 secondes, Soler, qui revient dixième de ce classement à 1 minute 04, quand même des écarts assez conséquents, alors qu'on est qu'à la deuxième étape, et ça va bien continuer, puisque demain on a une étape assez difficile, hein. Vous voyez, ça fait que monter, alors il n'y a pas forcément des grosses montées qui vont être violentes d'un coup, mais en tout cas ça monte, voilà, c'est lissé, hein. Les efforts seront lissés, ça monte régulièrement, on a peut-être eh bien, ce dernier col dans le final où ça monte vraiment beaucoup, enfin beaucoup plus que la moyenne de cette étape. Voilà, on arrive à la Laguna, Negra de Vinuesa, et ça va faire quand même eh bien, d'autres écarts, on en est sûr. Voilà. On a beaucoup d'étapes casse-pattes, hein. On a peut-être cette arrivée au sprint qui va se dessiner à Caballeros, avec les sprinteurs qui vont sûrement avoir les cartes en main pour cette étape. Et ce sera une des seules, hein, parce qu'après, regardez, à Sabine Anigo, on a des 3 cols là dans le final. Regardez encore, on arrive avec ce col en haute montagne, hein, vraiment le Tourmalet en France. On passe en France, donc vraiment ce col du Tourmalet à plus de 2000 mètres d'altitude, il va faire mal et voilà, on va vraiment avoir des écarts. Cette première semaine est très très riche en montagne et ça va faire quand même plaisir d'avoir bien un tour d'Espagne comme ça, puisque le Tour d'Espagne, on le sait, c'est souvent pas très haut en altitude, mais c'est surtout très très difficile. Le Tour d'Espagne, la particularité, c'est qu'on a majoritairement, enfin le plus souvent, on a beaucoup d'arrivées sur des murs, des côtes pas forcément hautes en altitude, mais très très raides et qui font très très mal aux jambes. Et voilà. Mais là, on arrive eh bien dans le Tour du Tourmalet, qui est quand même difficile, bien entendu. Et ça fait plaisir aussi d'avoir un peu de haute montagne. On va en avoir aussi dans cette Volta. Voilà, on a le Tourmalet qui va vraiment être une étape reine. On a également cette étape très casse-pattes à Villanueva de Govia, voilà, qui fait très mal. Encore une fois, une étape au sommet avec Moncalvillo. Ça va être vraiment terrible hein, pour les coureurs. Cette étape, pourquoi pas la jouer au sprint, ou en tout cas entre bons punchers. Non, je vois plutôt un sprint hein, ici à Aguilar de Campo. Voilà, ce sera une des rares étapes au sprint. Cette étape aussi à Swanses, qui c'est bien avec l'humeur finale pour un puncher. Voilà, pas de grosse explication entre favoris pour ces 2 dernières étapes, mais ça recommence dès le lendemain. Vous voyez cette arrivée au sommet. On va vraiment avoir une Volta très difficile. Encore une fois, arriver au sommet à l'Alto de Angliru. Et là, on a le chrono, le contre-la-montre qui va vraiment être décisif. Alors, on sait que Roglic est très très fort en contre-la-montre notamment. On a également Tom Dumoulin qui est très très fort en contre-la-montre. Bon, Tom Dumoulin a déjà craqué, il ne sera pas à la victoire de cette Volta. Donc voilà, on a quand même un contre-la-montre assez difficile, voilà, qui fait eh bien 33 km. Il est classique. En fait, il ressemble un petit peu à celui qu'on a eu sur le Tour de France, à la planche des belles filles. C'est assez plat sur tout. En fait, tout le parcours est assez plat et on a une montée sèche, raide, finale. Voilà, comme nous rappelle eh bien, ce contre-la-montre de la planche des belles filles, où avait voltigé et avait sacré la victoire de Tadej Pogacar sur le Tour de France. Mais là, ça ressemble un petit peu. On arrive au Mirador des Arons. Donc,
C'est un col mythique, hein, un nom mythique. Voilà, une côte légendaire de cette Volta. On y passe, eh bien, ces dernières années, on y est passé quand même plusieurs fois. Et voilà, on a quand même des grandes légendes hein, qui ont pu s'imposer. Joaquim Rodriguez dans les années passées. En tout cas, ce contre-la-montre va faire des écarts très difficiles. Voilà. Est-ce qu'on va changer de matériel? Est-ce qu'on va prendre un vélo de contre-la-montre en bas du col? On ne sait pas. Est-ce qu'on va garder le vélo de route? Est-ce qu'on va faire tout le parcours en vélo de route? Voilà, bon, bref. On a quand même eh bien, une tactique qui va se dessiner. Et ça va être un contre-la-montre décisif. Et le lendemain, voilà, un départ très nerveux avec beaucoup de montée-descente. Voilà, ça va être très casse-pattes. Et on arrive eh bien, certainement à une victoire entre bons punchers ou même entre favoris, c'est possible, à Ourense. Et cette étape, encore une fois, vraiment, on a très peu d'étapes de sprint, hein, comme je l'ai dit, entre Moss et Puebla de Sanabria. Vraiment, les favoris auront eh bien, beaucoup de terrain de jeu et beaucoup d'occasions de s'expliquer dans cette Volta. Encore une fois, cette étape qui se termine pas en montée, mais en descente, mais les cols vont pas permettre aux meilleurs sprinteurs de passer. Donc voilà, encore une fois, une étape pour les meilleurs punchers et grimpeurs, tout comme eh bien, la veille à l'Alto del Covatilla. Il arrive au sommet, la veille de l'arrivée à Madrid, donc ça va faire eh bien, encore une fois une dernière occasion, la dernière chance pour ceux qui sont qui ont un petit peu de retard de renverser cette Volta, pourquoi pas. Donc voilà, ça va être vraiment très intéressant à suivre. Et puis bien sûr, la dernière étape, l'arrivée à Madrid, un sprint massif prévu. On va retrouver les grosses cuisses hein, de cette Volta, il y en a peu, mais quand même Ackermann, Bennett, voilà, ce sont les plus gros noms qu'on peut citer. Voilà, cette arrivée à Madrid, évidemment, arrivée en sprint prévu, hein, tout simplement. Et sacrera eh bien, le vainqueur de cette Volta. Cette Volta, il n'y a que 18 étapes. Hein. À cause du Covid-19, on n'a pas pu eh bien, faire le parcours dans d'autres pays empruntés. On devait avoir un départ des Pays-Bas. Les Pays-Bas ont fermé n'ont pas accepté tout simplement que les courses aient lieu. C'est pour ça qu'on a également l'annulation de l'Amstel Gold Race ou d'autres classiques, d'autres courses d'un jour annulées aux Pays-Bas. Voilà. Notamment eh bien, ce départ de la Volta qui devait se faire aux Pays-Bas. Voilà, donc elle compte eh bien que 18 étapes, mais quand même ça va faire très mal aux coureurs. Alors, on a vu le parcours, maintenant on va passer, eh bien, j'ai un petit peu détaillé la start list rapidement, on va passer aux 5 favoris, voilà, que j'ai décidé de vous montrer. Et voilà, vous vous en doutez, évidemment Primož Roglič est le grand favori, certainement, puisqu'il est le vainqueur de l'an dernier, il a fait deuxième sur le Tour de France. Les autres favoris ont aussi participé au Tour de France, donc ils vont tous être à la même quasiment forme. Bon, Roglič un petit peu peut-être plus émoussé que les autres, puisqu'il a joué la victoire finale dans le Tour de France. Voilà, Roglič c'est une valeur sûre, il a déjà gagné l'année dernière, il gagne dès la première étape, il règle le sprint du peloton sur cette deuxième étape, il a déjà 9 secondes d'avance, il montre qu'il est là, il prend les bonifs quand il faut. Roglič c'est un très sérieux concurrent et voilà, il sera certainement eh bien, à la victoire également de cette Volta pour pourquoi pas remporter eh bien, sa deuxième Volta et son deuxième grand tour en 2 années consécutives. Ce serait quand même eh bien, une grosse performance du Slovène. On passe à un deuxième favori, Richard Carapaz. Évidemment, Richard Carapaz qui a fait le Tour de France prévu en équipier pour Egan Bernal ou même en co-leader. Il a perdu du temps, il n'a pas pu jouer eh bien, la victoire finale, mais on l'a su dans les derniers. Voilà, on l'a vu dans ces dernières étapes du Tour de France parce qu'Egan Bernal a dû abandonner. Il était intenable, il partait dans toutes les échappées, il attaquait, il a fait des très belles places. Richard Carapaz est aussi très fort en ce début de Volta. Il a fait deuxième de la première étape et quatrième de cette deuxième étape. Très fort Richard Carapaz, vraiment un très bon grimpeur, vainqueur des Giro l'année dernière. Et Richard Carapaz, c'est quasiment sûr qui sera là, vu sa forme, enfin, on ne peut pas imaginer qu'il faiblisse, il sera avec les meilleurs. Notre troisième favori, Enric Mas, l'espagnol, donc voilà, à domicile pour cette Volta. Enric Mas de la Movistar. Valverde qui a pris un petit éclat en cette première étape, qui a perdu du temps. Enric Mas, lui, a fini cette étape et ces 2 étapes ont l'air très en forme, hein, avec un grand Max Soler et un grand Alejandro Valverde. Enric Mas peut très bien, être emmené par ses équipiers en montagne, et même tout seul, il se débrouille très bien. Il a fini le Tour de France à une 5e place très bonne. Voilà, une magnifique 5e place pour Enric Mas qui a fini ce Tour de France. Il se bonifiait de jour en jour, il était de plus en plus fort. Enric Mas, chez lui, il a déjà fait deuxième du Tour d'Espagne. Voilà, c'est tout simplement un grand bonhomme, ça va être un grand acteur de cette Volta. Le 4e favori,
Alors, c'est un peu plus surprenant. C'est Dan Martin. Dan Martin, il est un petit peu sur le déclin depuis quelques années. On pensait que c'était lui qui pouvait faire chuter Christopher Froome il y a quelques années sur le Tour de France. Il était souvent deuxième, mais finalement, en troisième semaine, il faiblissait toujours. Mais la Vuelta est un tour assez particulier. Chaque tour est un tour particulier, mais la Vuelta, c'est souvent des murs. On a beaucoup de murs. Dan Martin, il est à la base un très très bon puncher, plus qu'un pur grimpeur. Dan Martin est très très fort sur ses arrivées pour pur puncher. Il est également bon grimpeur bien sûr, mais à la base c'est un puncher qui passe très très bien ses murs. Pour l'instant, il a l'air très très en forme sur cette Vuelta. Il a fait troisième de la première étape. Voilà, il a pris des petites bonifications. Il a fini encore une fois troisième de cette deuxième étape. Dan Martin, c'est quand même un garçon qui est très très endurant quand même. Il est très fort. Et voilà, l'Irlandais s'est préparé sur le Tour de France. Il a choisi lui-même de ne pas jouer la victoire générale. Il sait tout simplement, il a fait son entraînement. Je pense que son véritable objectif était la Vuelta. Il est parti sur le Tour de France en visant des étapes, des échappées, en se bonifiant, en s'échauffant pour son objectif qui est certainement la Vuelta. Et pour l'instant, il est dans le coup, Dan Martin. Il est très très fort et voilà, et je pense qu'il peut jouer les premiers rôles tout simplement. Alors, notre dernier favori, on a hésité. Voilà, j'ai hésité entre Hugh Carty et Esteban Chavez. Voilà, on a hésité, j'ai hésité, et finalement, j'ai choisi de mettre Esteban Chavez pour son expérience sur les grands tours et notamment sur la Vuelta, parce que Esteban Chavez, voilà, il a l'expérience, il a déjà fait podium sur le Tour d'Italie, il a déjà fait 5e sur la Vuelta, puis 3e sur la Vuelta. C'est un garçon qui a quand même beaucoup d'expérience, il est très très bon grimpeur. Il est parti aussi sur le Tour de France avec le même objectif que Dan Martin, je pense qu'il visait la Vuelta. Voilà, fait 22e de France avec une bonne forme. Voilà, il a l'air d'être très en forme pour cette Vuelta. Pour l'instant, il est toujours avec les favoris. Et Esteban Chavez a l'air très très bon, tout simplement. On aurait pu mettre également Hugh Carty, qui a fait le Tour de France, mais Hugh Carty n'a pas l'expérience qu'a Chavez. Donc c'est pour ça qu'on a mis Chavez dans les favoris. Euh, voilà nos 5 favoris. Donc, évidemment, vous avez grand favori. On peut parler. Le pronostic de Rémi pour le grand vainqueur de cette Vuelta, c'est tout simplement très bon choix. Richard Carapaz, sur les dernières étapes du Tour de France. Il a gagné le Giro, c'est un garçon très fort. Voilà, si jamais il y a des arrivées où ça se règle au sprint entre favoris, on connaît son énorme point de vitesse. Il peut jouer des modifications par-ci par-là et prendre un petit avantage. Et ensuite, attaquer dans des étapes de montagne et reprendre encore plus de temps. Richard Carapaz est un garçon très très fort. Et voilà. On ne doute pas qu'il puisse jouer les premiers rôles dans cette Vuelta. C'est le choix donc de Rémi pour cette Vuelta. Alors moi, mon grand favori de cette Vuelta, je ne vais pas vous le cacher plus longtemps, c'est Primoz Roglic. Primoz Roglic, c'est le vainqueur sortant. Il est très en forme, encore une fois. Il a fait le Tour de France, il a joué la gagne tous les jours. Il a gagné Liège-Bastogne-Liège, il était présent sur les championnats du monde en finale. Il est très endurant. Je pensais qu'il serait un peu plus fatigué sur le Tour de France et finalement, à chaque course auquel il participe, il est à la gagne finale. Et voilà, ça montre que la saison de Roglic est très très bonne et il est simplement dans une très très bonne forme, peut-être dans la forme de sa vie. Mais Primoz Roglic, voilà, c'est une valeur sûre également. Il a gagné la première étape. Il est très lucide dans sa tête. On a l'impression que voilà, il a planifié ce qui allait se passer. Et c'est un garçon qui ne faiblit, qui faiblit très rarement. La seule fois où je l'ai vu faiblir, c'est sur le Giro l'année dernière, et c'était à cause de maux de ventre. Donc Roglic sera dans le final, sera la gagne de cette Vuelta. On n'en doute pas avec Carapaz, avec pourquoi pas avec Dan Martin, Chavez. Et voilà, nos pronostics sont Carapaz pour Rémi et Roglic pour ma part. Écoutez, voilà, on arrive, je crois, au bout. Je crois que je voulais vous parler. Mais c'est tout. Écoutez, je vous ai parlé de tout ce que je voulais vous parler, vous présenter. On va peut-être passer. Ah oui, pardon, excusez-moi. À nos notes. On va passer à nos notes de la semaine, tout simplement. Voilà, avec nos félicitations, nos encouragements et nos déceptions.
Voilà, donc dans nos félicitations, moi j'ai décidé de mettre Almeida, voilà, João Almeida, qui nous surprend de jour en jour, il tient bon avec son maillot rose sur le Giro, et est-ce qu'il peut tout simplement résister et gagner? Il aura bien porté, si jamais il gagne le Giro, le maillot rose pendant 18 étapes, c'est tout simplement exceptionnel. Il a pris le maillot rose à l'issue de la 11e étape, il reste très peu d'étapes et il est encore maillot rose. C'est fou comment ce jeune Portugais de 23 ans tient très très fort contre la montre, on l'a vu fort en montagne, moins fort que certains, mais très très bon. Il tient la route et je ne doute pas que ce soit un futur grand champion, pourquoi pas un futur vainqueur de grand tour. En tout cas, il a l'occasion déjà cette année de remporter le Giro. Et franchement, ce serait magnifique, parce qu'on voit cette domination de cette vague, une nouvelle génération avec beaucoup de jeunes coureurs. Voilà, on a Almeida bien sûr, Pogacar, Evenepoel, voilà, on a encore vraiment une très très bonne génération de nouveaux coureurs et ça fait plaisir à voir. Voilà, les jeunes prennent le pouvoir et cassent un peu les codes de il faut avoir l'expérience pour gagner. Et voilà, João Almeida, c'est le coureur à qui j'ai décidé de mettre mes félicitations. Concernant les encouragements, alors ça a été difficile parce qu'on avait beaucoup de coureurs qu'on pouvait tout simplement encourager. On aurait pu parler d'Anthony Turgis qui a fait une super 4e place sur le Tour des Flandres. On aurait pu mettre voilà, l'équipe de Ghana Quick-Step qui se remobilise après un coup du sort sur le Tour des Flandres avec la chute d'Alaphilippe. Voilà, bon, j'ai décidé de mettre Turgis, comme je viens de vous en dire. Voilà, Turgis, Anthony Turgis, c'est un encouragement mérité. C'est un homme des classiques, on le connaît. Il a déjà fait 2e à travers la Flandre derrière Mathieu Van Der Poel. Je ne pensais pas qu'il serait à ce niveau sur ce Tour des Flandres. Il a quand même mis des hommes à la rue dans ses monts pavés. Il a attaqué. Il était quasiment avec les meilleurs, avec Julien, avec Mathieu, avec Wout. Voilà, il finit presque devant Christophe au sprint. Et il faut quand même le faire. Donc pour Anthony Turgis, j'ai décidé de mettre les encouragements. Bon, il y a très peu de courses encore à venir de classique, il n'y en a quasiment même plus. Mais voilà, Anthony Turgis, j'ai décidé de mettre les encouragements à Anthony. Et concernant ma déception, j'ai décidé de mettre Tom Dumoulin, parce que Tom Dumoulin, sur le critérium du Dauphiné, il revenait, c'était son grand retour. Parce que, même sur le Tour de l'Ain, voilà, Tom Dumoulin, on n'avait pas de référence cette année. Sur le Tour de l'Ain, il est venu, il a épaulé Roglic. Sur le critérium du Dauphiné, Roglic a abandonné à la 4e étape alors qu'il était en phase de gagner le critérium du Dauphiné. On avait un Dumoulin très très fort, de jour en jour, il se bonifiait, et à si bien qu'on se disait pourquoi pas être co-leader avec Roglic. Vous voyez qui tapait du poing sur la table en disant je suis là, je comptais sur moi pour le futur. Il a été équipier pour Roglic sur le Tour de France. Il a fait 7e du Tour en étant équipier, c'est quand même très très fort. Et on pensait bien que Tom Dumoulin, c'était prévu, on avait entendu les dire comme quoi il serait leader et que ce serait Roglic à son service pour cette Vuelta. Et dès la première étape, il coince, c'est assez incompréhensible. Et dès cette 2e étape, également, il coince dès le pied du dernier mur. Donc Tom Dumoulin, c'est ma déception. C'est dommage parce que ça montre que cette équipe Jumbo-Visma sur cette Vuelta va pas être un rouleau compresseur comme elle a pu l'être sur le Tour de France. On a certes Sepp Kuss qui voltige et George Bennett qui est bien aussi, mais Tom Dumoulin qui est censé être le co-leader avec Roglic est moins fort que leur propre équipier. Donc Tom Dumoulin, c'est ma déception, tout simplement. Et on arrive au bout. Voilà, j'espère bien que vous avez apprécié ces débris. Ouais, on se retrouve bien très très vite pour. On va faire un point à la fin du Giro, bien entendu. On va également débriefer la Vuelta au fur et à mesure. Pourquoi pas une émission où on débriefe et la fin du Giro. Voilà, ce Giro une fois terminé et ce qui sera se passer de la Vuelta. Et une fois après la Vuelta pour débriefer tout ça. Je ne sais pas trop comment on va s'organiser, mais voilà, les prochaines fois, il y aura certainement Rémi de retour. Je sais que ça vous fait plaisir. Et voilà, tout simplement. Je pense qu'on a fini. J'espère que ça vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à faire vos retours si jamais vous avez des questions ou d'autres choses à nous dire. Et on se retrouvera très très vite. À bientôt.